Boum, 15%. C'est la chute vertigineuse de l'action Figma juste après la sortie de Cloud Design. Une véritable onde de choc, littéralement. Évidemment, un vent de panique a un peu soufflé sur l'industrie, mais honnêtement, la vraie question n'est pas de savoir s'il faut avoir peur, mais plutôt comment exploiter cet outil correctement. L'objectif de cette analyse aujourd'hui, c'est justement d'établir une méthodologie structe de A à Z pour prendre ces concepts générés par l'IA et en faire de véritables designs professionnels et percutants. Alors, fini la panique, on plonge directement dans les rouages de cet écosystème. Voici notre feuille de route pour ce décryptage. On va commencer par éviter le piège du AI slop, puis on parlera de la puissance des wireframes. Ensuite, cap sur les outils haute fidélité, le secret absolu des design systems, les techniques de mise en ligne, et on finira en beauté avec le framework de prompting parfait. On attaque tout de suite avec notre première partie, le piège du AI slop, ou l'illusion cruelle de la génération facile. C'est vraiment le fléau du moment, le fameux AI slop. D'un côté, quand on génère sans aucune méthode, on obtient cette espèce de bouillie visuelle. Ça donne l'illusion que le travail est fait, mais le résultat a ce style Claude super reconnaissable. On a toujours droit à cette fameuse couleur orange terracotta et ces mêmes ombres standards qu'on voit absolument partout sur des plateformes comme Lovable. Par contre, de l'autre côté, quand on applique une méthode rigoureuse, on obtient un résultat unique, structuré et professionnel. Bref, l'IA n'est pas le problème ici. C'est l'absence totale de processus créatif qui donne ce goût d'inachevé. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, la puissance des wireframes. C'est ici qu'on va couler nos fondations. Se jeter directement sur la haute fidélité dès le premier prompt, eh bien, c'est exactement comme choisir la couleur de la peinture de son salon avant même d'avoir dessiné les plans de la maison. C'est une erreur monumentale. Le flux de travail idéal commence toujours par un prompt basique. Imaginons qu'on crée une application de suivi d'habitude. On donne l'idée globale à Claude, puis on le laisse poser ses questions. Et en y répondant, tac, il génère instantanément plusieurs maquettes filaires, les fameux wireframes, dans des directions complètement différentes. On n'a plus qu'à comparer, éliminer ce qui ne va pas et sélectionner la meilleure structure avant de passer aux choses sérieuses. Et pour mettre ça en perspective, le calcul est vite fait. Modifier un simple wireframe, ça prend quoi? 2 minutes chrono? Modifier la même chose sur une application qui est déjà entièrement codée, compter 2 jours entiers, sans parler des sueurs froides pour l'équipe de développement. Prendre le temps de faire cette phase de fondation, c'est ce qui permet d'itérer à la vitesse de l'éclair. Croyez-moi, sauter cette étape pour gagner du temps au début, ça se paye toujours cash à la fin. On passe à la section 3, outils et haute fidélité. C'est le moment d'affiner notre direction. Une fois le wireframe validé, on demande à l'IA un prompt très spécifique. On prend ce prompt, on y ajoute des captures d'écran de notre maquette et on guide l'outil de façon presque chirurgicale vers la haute fidélité. Et là, on a des outils vraiment incroyables sous la main. Le mode tweak par exemple, génial pour tester plein de palettes de couleurs. La fonction edit qui donne un contrôle total sur la typographie ou les espacements. Mais le vrai game changer, c'est l'outil Draw. Vous prenez un lasso, vous entourez un composant précis, disons un cadran qui ressemble un peu trop à du Apple, et vous demandez une variation juste sur cet élément, sans casser le reste du design. Sans oublier les commentaires pour que toute l'équipe reste synchronisée. Mais tout ça soulève une question super intéressante. Si aujourd'hui, absolument n'importe qui peut pondre une interface haute fidélité, quasi parfaite, avec un simple prompt et 2 ou 3 clics, qu'est-ce qui fait la différence? Comment faire en sorte qu'une application soit vraiment mémorable, sur mesure, et pas juste une énième production générique? Et la réponse est dans notre 4e partie, le secret des design systems. C'est le différenciateur ultime. L'arme secrète pour fuir ce style Claude standardisé, c'est de bâtir un design system. Pour faire simple, c'est la grammaire de votre marque. Ce sont les règles absolues qui garantissent que l'expérience visuelle sera cohérente de bout en bout. C'est pour ça qu'un produit Apple respire le Apple ou qu'on reconnaît Starbucks les yeux fermés. Sans cette grammaire, c'est le chaos visuel. Mais avec, chaque bouton, chaque carte s'intègre dans une harmonie parfaite. Un système robuste, ça ne s'improvise pas. On y définit les couleurs primaires, la hiérarchie des polices, les grilles, les ombres, jusqu'aux micro-animations. Prenez un exemple assez fou. Imaginez une marque qui fabrique des robots nettoyeurs de piscine. La concurrence a généralement des sites super ennuyeux et vieillissants. Mais si, en amont, vous définissez une esthétique ultra moderne, disons un croisement stylistique entre Muji et les cosmétiques ASOP, le résultat final va littéralement écraser la concurrence. Mais cette différence massive, on ne l'obtient qu'en posant ces règles méticuleusement au départ. 5e partie, publication et mise en ligne. Il est temps de donner vie à notre design. Une fois qu'on a ce design sur mesure, le but c'est quand même de le sortir sur le web, non? Il y a 2 grandes routes pour ça.
La méthode simple, parfaite pour les petits sites vitrines, on exporte tout dans un fichier zip qu'on balance sur un hébergeur classique comme Hostinger. Le petit détail qui tue ici, et ne l'oubliez surtout pas, c'est de bien nommer le fichier principal index.html tout en minuscule, sinon rien ne marche. Ensuite, on a la méthode avancée pour les vraies grosses applications. Là, on parle d'un processus de hand-off où le projet passe vers des environnements comme Cloud Code, atterrit sur GitHub et se déploie via des plateformes comme Dogploy. Et on arrive à notre 6e et dernière partie, le framework de prompting, ou les règles d'or de la génération. Puisque Cloud Design carbure au même modèle de langage que Cloud 3.7, structurer ses requêtes, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Un prompt qui cartonne repose toujours sur 4 piliers. 1. L'objectif clair. 2. Le layout ou l'organisation visuelle. 3. Le contenu précis à afficher. Et 4. L'audience cible et l'ambiance souhaitée. C'est exactement cette rigueur qui fait la différence entre un prompt fait à la va-vite, qui donnera un brouillon inutilisable, et un résultat professionnel bluffant. Et ça, c'est vrai sur n'importe quelle IA. Pour clôturer cette analyse, gardons en tête cette citation très puissante. Cloud Design n'est pas un remplaçant, c'est un multiplicateur de créativité. L'IA a une puissance de calcul phénoménale, certes, mais elle a désespérément besoin de notre vision et de notre méthode humaine pour ne pas tomber dans l'océan du contenu générique. En maîtrisant l'art des wireframes et des design systems, les possibilités sont littéralement infinies. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment cette nouvelle méthode va redéfinir la création de vos futurs grands projets digitaux. Qu'allez-vous construire avec un tel levier entre les mains